Bonjour, messieurs, dames. Nous allons commencer le chapitre 4 qui porte sur les modèles quantiques de l'atome et surtout les notions de base de la mécanique quantique. Nous avons vu, vous avez vu aux classes précédentes, comment les objets qui nous entourent se déplacent sur des trajectoires et sur l'effet de force. Nous avons pu analyser ces objets et ces trajectoires en utilisant la mécanique classique. Mais à l'échelle atomique, il apparaît que à l'échelle atomique, cette mécanique est inéluctable. Puisqu'on l'a vu, tous les modèles que nous avons élaborés jusqu'à présent, toutes les théories que nous avons données jusqu'à présent se montrent inadaptées à l'échelle atomique. Ça signifie qu'en réalité, dans ce domaine, il faut utiliser ce qu'on appelle la mécanique ondulatoire. Donc, à partir de maintenant, nous allons étudier bien le modèle atomique quantique, le modèle quantique de l'atome. Mais avant, nous avons introduit quelques notions de base de la mécanique ondulatoire. D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que la lumière. Puisque la lumière était considérée tantôt comme une onde, tantôt comme un flux de particules. Et jusqu'au début, fin du 19e siècle, début 20e siècle, les physiciens avaient toujours pensé que la lumière et matière étaient distinctes. Donc, pour eux, la matière était corpusculaire, constituée de petites particules, et la lumière était ondulatoire, c'est-à-dire la lumière est une onde qui se déplace. Ainsi, l'un des théoriciens de la nature ondulatoire de la lumière a été Maxwell. Selon lui, la lumière est une radiation constituée d'ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, une onde, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité la superposition d'un champ électrique et d'un champ magnétique perpendiculaire entre eux et perpendiculaire à la direction du mouvement. On peut le voir dans les images qui vont suivre. Et ici, comment était considérée selon Maxwell la lumière, c'est-à-dire une onde qui se déplace. Et bien sûr, la longueur d'onde dépendant bien sûr de la nature de la lumière. Ici, selon Maxwell, on a toujours ce son. Chaque radiation lumineuse, chaque radiation dite électromagnétique est la superposition d'un champ électrique. Ici, dans le plan vertical, vous avez le champ électrique et d'un champ magnétique qui se trouve ici dans le plan horizontal. Et bien sûr, les deux champs se déplaçant dans une direction bien définie, mais les deux champs sont aussi perpendiculaires à cette direction. Et dans le vide, une radiation électromagnétique se déplace avec ce qu'on appelle la célérité de la lumière, environ 3,8 mètres par seconde. Et chaque radiation électromagnétique sera caractérisée soit par sa longueur d'onde, soit par sa fréquence. Et les deux grandeurs, bien sûr, sont liées par la relation lambda, longueur d'onde, égale C, célérité de la lumière sur la fréquence. Pourtant, pour d'autres physiciens, la lumière n'est pas émise de façon continue. Pour eux, la lumière, c'est un ensemble de grains de lumière transportant chacun une quantité finie d'énergie que l'on appelle un quantum d'énergie. Et ici, vous avez une image. Ici, c'est des photons qui s'échappent du soleil. Ici. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de grains de lumière, chaque grain transportant une quantité finie d'énergie. Et cette quantité finie, c'est E égale H nu, où H c'est la constante de Planck, bien sûr, qui vaut 6,626 puissance moins 34 joules secondes. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque les deux théories, tous les deux, ont démontré avec des équations et des expériences à l'appui que la lumière pouvait être à la fois corpusculaire et ondulatoire. Et on remarque que tous les phénomènes liés à la propagation de la lumière s'expliquent par la nature ondulatoire de la lumière. C'est le cas des interférences lumineuses, de la diffraction, de la polarisation de la lumière. Alors que tous les phénomènes où il y a échange d'énergie entre la lumière et la matière peuvent s'interpréter en utilisant la théorie corpusculaire. C'est le cas de l'effet photoélectrique du rayonnement du corps noir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que des fois, la lumière peut avoir
un comportement ondulatoire et d'autres, il peut avoir un comportement corpusculaire. C'est ce qu'on a appelé la dualité onde-corpuscule. Qu'est-ce que c'est que la dualité onde-corpuscule? C'est une théorie physique ou un principe en physique selon lequel tous les objets peuvent présenter des propriétés d'onde ou de corpuscule. Bien sûr, les objets microscopiques. Ici, c'est un exemple juste du monde des particules. 1985, voici une balle lancée ou bien un électron. On voit que ici, on voit bien que c'est un objet de dimension très petite, mais qui se propage comme une onde. Donc, cette dualité, je vais baptiser dualité onde-corpuscule, comme la lumière peut avoir ce comportement ondulatoire et corpusculaire. Le raisonnement maintenant des physiciens, c'est dire que pourquoi ça s'applique uniquement à la lumière. Donc ceci est valable en principe pour tous les objets microscopiques. Donc on va appliquer ça à tous les objets microscopiques. Parce que si c'est possible pour la lumière, parce que c'est un comportement, la lumière peut avoir un comportement corpusculaire et ondulatoire, c'est parce que les grains de lumière étant extrêmement petits, subatomiques, plus petits que l'atome, ils ont ce comportement ondulatoire et corpusculaire. Alors, le raisonnement est de dire que tous les objets qui ont une des dimensions subatomiques ou atomiques peuvent avoir ce même comportement, dualité onde-corpuscule. Et le premier à appliquer cette dualité, c'est l'hypothèse de Louis de Broglie. Louis de Broglie va dire, comme tous les objets peuvent avoir un comportement, comme la lumière peut avoir un comportement ondulatoire et corpusculaire, je vais l'appliquer à tous les objets subatomiques. Et il va décrire la nature ondulatoire de la matière, cette fois, c'est la matière. Et dans cette hypothèse, affirme, dans ce cas, à tout corps de masse m, à toute particule de masse m, animée d'une vitesse v, on peut associer une onde réelle de longueur d'onde lambda, telle que lambda égale h sur p. Donc, comme la lumière peut avoir un comportement ondulatoire corpusculaire, et la lumière a une caractéristique qui est sa longueur d'onde, il dit tous les objets peuvent avoir ce comportement ondulatoire, et tous les objets, lorsqu'ils sont en mouvement, on peut leur associer une onde, et leur longueur d'onde sera h sur p. H étant bien sûr la constante de Planck et p la quantité de mouvement. Hypothèse de Louis de Broglie en 1923. Hypothèse de ce fait, quand vous avez un électron, lorsque l'électron se déplace sur sa trajectoire, ici en bleu, on lui associe une onde. Et cette onde, on peut calculer sa longueur, la longueur d'onde. Donc on associe une longueur à cet électron. Donc le dépôt bien défini. Cette hypothèse de Louis de Broglie va être confirmée par l'expérience de Davisson et Geimer. Ils ont diffracté des électrons ici à travers deux fentes, et sur un récepteur on voit un déplacement ondulatoire. Donc ça veut dire que les électrons qui sont ici des corps de masse et de dimension bien définies peuvent se comporter exactement comme une onde. Confirmation de l'hypothèse de Louis de Broglie. Et de ce fait, cette hypothèse aussi a permis de retrouver la condition de quantification de Bohr. En effet, lorsque l'électron se déplace sur sa trajectoire, on lui associe une longueur d'onde pour que l'onde associée ne soit pas détruite par interférence. Il faut que la longueur de la trajectoire soit un multiple entier de lambda. Longueur de la trajectoire ici, longueur de la trajectoire ici, la trajectoire est circulaire, donc 2πr doit être un multiple de lambda. Longueur de 2πr, surface ici le périmètre, la circonférence de l'orbite, 2πr égale n lambda, donc 2πr égale n h mv, d'accord, puisque lambda c'est h sur p, h la constante place sur la quantité de mouvement, donc on voit ici mvr égale n sur 2pi, mvr égale nh bar. La condition de quantification de Bohr pour les trajectoires circulaires. Donc on voit que ici aussi c'est une confirmation de l'hypothèse de Bohr. Onde-corpuscule, la deuxième théorie qui va mettre en évidence toujours cette dualité onde-corpuscule, c'est le principe
d'Eisenberg. Et avec ce principe, on doit lever une contradiction. Qu'est-ce que c'est qu'une onde? Une onde est un phénomène non localisé. Vous êtes ici, je parle, partout dans la salle, tout le monde entend ce que je dis. Où se trouve l'onde? Donc elle n'est pas localisée. Or, vous l'avez déjà vu dans les classes intérieures, un corpuscule est une entité ayant une dimension et une position bien déterminée, donc localisable. Quand la voiture se déplace, quand un avion se déplace, à tout instant, on peut savoir sa vitesse et sa trajectoire. Or, une onde, quand une onde se déplace, on pourra dire exactement où se trouve l'onde. Donc, c'est ça, cette dualité, ça, c'est que ça met une contradiction. Une onde est un phénomène non localisé, alors un corpuscule est une entité ayant une dimension et une position bien déterminée. Donc, et ce fait, tout objet quantique peut avoir un comportement ondulatoire. Ce qui signifie qu'un objet quantique ne peut être ni parfaitement localisé, ni avoir une énergie définie. Quand un objet a un comportement ondulatoire, il est quasi impossible de le localiser avec certitude, de définir son énergie avec certitude. Donc, problème de la dualité. Et de ce fait, Einstein va introduire cette dualité par une relation, va traduire cette dualité par un principe ou une relation de détermination. Il dit il est impossible de connaître simultanément la position et la quantité d'avant d'une particule. Parce que si on connaît la position et la quantité de mouvement, la particule est localisable. D'accord? Or, toute particule peut avoir un comportement ondulatoire. Donc, théoriquement, on peut connaître les deux en même temps. Et de fait, c'est la même relation avec l'énergie et le temps. Si on connaît l'énergie d'une particule, il est quasi impossible de déterminer sa durée de vie. Principe d'institut d'Eisenberg. Donc, on dit que R et P constituent une paire de variables conjuguées, de même que E, l'énergie et le temps. On va faire une petite application. Calculer l'incidence sur la vitesse de l'électron H à l'état fondamental si l'on suppose que le rayon de l'orbite de bord est connu. Ça veut dire que si on connaît le rayon de la trajectoire, quelle est l'incertitude que l'on commet? Tout justement si on suppose que la position est connue au millimètre près. Et conclure. Pour l'électron, bien sûr, on a delta R, delta P supérieur à HPA. Donc, on a ici, on a delta V qui est supérieur à M delta R, puisqu'on nous a donné la précision, delta R sur R 1%, ça veut dire 0,01. Donc, l'erreur sur le rayon est égale à 0,01 R. Quelle est l'erreur sur la vitesse? Vous voyez que la vitesse, l'erreur que l'on commet sur la vitesse, elle est même supérieure à la vitesse de la lumière. Ce qui signifie que, en réalité, ça veut dire qu'on ne peut pas connaître la vitesse. Le fait d'avoir connu la position exactement nous empêche de connaître la vitesse, puisque l'erreur que nous commettons est beaucoup plus grande que la vitesse que peut avoir l'électron. Donc, impossibilité de connaître la vitesse, impossibilité de connaître la quantité de mouvement. Pour la bille, delta V égale ceci, delta égale 1, l'erreur c'est 1. Si vous calculez, voici l'erreur que l'on commet sur la vitesse de la bille. 10 par moins 28 mètres, ça veut dire c'est quasi nul, c'est 0. Donc ça veut dire qu'on peut connaître exactement la vitesse de la particule. Dans le domaine microscopique, on n'a pu connaître la vitesse de la particule lorsqu'on a connu sa position. Ici, on connaît la position exacte de la particule, donc il était impossible de connaître la vitesse. Dans le domaine macroscopique, on connaît. Et la position de la Si on connaît la position de la particule, on peut connaître exactement sa vitesse. L'erreur que l'on commet en mesurant la vitesse est nulle, quasi nulle. Conclusion. De ce fait, à l'échelle atomique, l'incidence sur la vitesse delta V est très important. Donc, il est impossible de déterminer cette vitesse. Alors que dans le domaine macroscopique, c'est très faible, non mesurable, n'a pas de sens physique à l'échelle macroscopique. C'est la raison pour laquelle on n'avait aucun problème à utiliser la mécanique classique pour analyser les objets macroscopiques. Mais lorsqu'on a voulu appliquer cette mécanique à l'échelle microscopique, on voit qu'on a des résultats incompréhensibles et irréalistes. Donc on va s'arrêter ici pour la première partie du cours. Nous allons revenir plus tard pour continuer.
Merci de votre attention et à la prochaine.